Vous êtes sur Air Télévision, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro L'Actu. On vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine. À 44 ans, le plus jeune des présidents de la Ve République a été réélu donc hier soir, dimanche, devant Marine Le Pen. Les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron l'a donc remporté au second tour avec 58,54% des suffrages exprimés devant Marine Le Pen, 41,46% sur les 48,7 millions de Français, d'électeurs et d'électrices qui étaient inscrits à cette présidentielle. Emmanuel Macron, lui, a recueilli plus de 18,7 millions de voix, un score beaucoup moins important qu'en 2017 puisqu'il comptait alors 2 millions de voix en plus. Quant à Marine Le Pen, belle montée puisque Marine Le Pen obtient cette année 13,2 millions de voix, soit presque plus de 3 millions de voix qu'en 2017. Une grande première, sachez-le, pour un parti d'extrême droite qui dépasse la barre des 40% du second tour de l'élection présidentielle. Ce n'était jamais arrivé. Un scrutin, bien évidemment, on va en parler ce soir avec nos invités, qui a été marqué par une abstention forte. On verra un graphique dans quelques instants qui revient un peu sur l'abstention de 69 à 2022. L'abstention progresse également puisqu'en 2017, 12 millions d'électeurs ne sont pas allés voter. Cette année, ils étaient 13,6 millions pour cette présidentielle 2022. Ce soir, avec nos invités, nous allons essayer de comprendre pourquoi les Français, les Françaises ne sont pas allés voter. En tout cas, pour une grande partie d'entre eux, on essaiera aussi de comprendre à quoi doit s'attendre Emmanuel Macron. Doit-il s'attendre à une grogne? Vous le savez, hein, la fête du travail, c'est le 1er mai. Souvent, il y a des manifestations, donc certainement les Français, les Françaises, du moins une partie, seront dans la rue peut-être pour prononcer leur mécontentement sur cette élection, puisqu'on sait aussi qu'il y avait des personnes pour Marine Le Pen, des personnes pour Emmanuel Macron, mais certaines personnes ont dû voter, c'est ce qu'on a pu ressentir depuis maintenant quelques jours, depuis plus de 2 semaines, ont dû aller s'exprimer en votant pour Emmanuel Macron, tout simplement pour faire face à l'extrême droite. Comment doit-il agir dans les premières semaines? On parlera aussi des législatives, puisque notamment Jean-Luc Mélenchon lui a appelé à être élu Premier ministre, tout simplement, c'est-à-dire qu'il faut que cette union populaire arrive avec un maximum de voix aux législatives pour faire pression à l'Assemblée nationale. Et puis on essaiera de comprendre où en sont tous ces partis qui étaient des grands partis, comme le PC fut une époque tout de même, et puis le PS, et puis cette droite républicaine. Où en est-elle aujourd'hui concernant la droite? Sachez que Éric Zemmour, lui, a appelé à l'union des droites pour l'instant. Marine Le Pen ne s'est pas encore exprimée là-dessus. Présidentielle 2022, Macron réélu et record de voix pour Marine Le Pen. Je viens de vous en parler pour ouvrir cette émission avec nous. Quel plaisir de le retrouver. Eliamine Soum, bonsoir, sociologue enseignant en relations internationales. Eliamine Soum, vous êtes le premier invité ce soir. Hier, donc 20h, est tombé le résultat. On n'était pas loin, en gros. Les estimations ne se sont pas trompées. 42, 58. On arrive aujourd'hui à 58,55, je le disais, 41,45% pour Marine Le Pen. Quand vous avez vu ces résultats, quel a été votre ressenti? Déjà, la première chose, c'est de se dire que les sondages, depuis le premier tour, ont eu raison d'une certaine manière, et que c'était pas la surprise, ça aurait été l'inverse. Donc que le jeu de la démocratie a fonctionné. Et puis aussi, je pense que l'avance qu'avait Emmanuel Macron, elle a été confirmée au deuxième tour, quoi. Selon vous, vous êtes sociologue, hier les Français, pour en nombre encore beaucoup plus qu'en 2017, ne se sont pas exprimés. C'est quoi? C'est aussi cette jeunesse, puisque vous savez qu'en France, il faut avoir 18 ans. Depuis 2017, énormément ont eu leur majorité. Est-ce que ce sont ces jeunes qui ne votent plus? Est-ce que ce sont il paraît que les personnes âgées ont gardé dans leur culture cette volonté, surtout peut-être c'est même entré dans leurs mœurs et dans leurs habitudes. Mais quels sont ces Français qui ne sont pas allés voter, sachant que la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, qui sont au cœur de l'Île-de-France, c'est l'un des 3 départements où il y a eu le plus d'abstention.
Oui, de manière générale, hein, au-delà de la France, la sociologie du vote fait que plus on est jeune, moins on vote. C'est-à-dire que voilà, on fait un petit peu la fête la veille. Donc le vote, ça, c'est pas un phénomène nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que depuis 1848, donc depuis l'invention du suffrage universel en France, c'est-à-dire ce fameux bulletin de vote qui était un outil de pacification dans le pays, eh bien, on s'aperçoit que les derniers scrutins, il y a une crise de la représentation parce que pour beaucoup, on pense, et là ça dépasse la catégorie des jeunes, que ça n'aura pas d'impact sur que le réel. Alors pour certains, c'est que le pouvoir n'est pas aux mains des politiques, mais pour d'autres, il y a aussi cette idée que de toute façon, c'est à peu près pareil, ça ne changera pas les conditions de nos concitoyens. Et puis il y a un troisième élément qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les partis politiques sont en crise parce que c'était quand même eux qui avaient fonction de médiation, c'est-à-dire qu'on rentrait dans un parti et représentait, notamment, je pense que vous aviez évoqué le PC, les milieux populaires, et bien aujourd'hui, tout ça, il y a une véritable crise de la représentativité, et donc pour une partie de nos concitoyens, voter, ça ne va pas forcément transformer le réel, ou alors un vote blanc. Et si on y ajoute à ça le fait que pour beaucoup, c'était je me déplace, mais parce que je dois faire barrage à l'extrême droite, j'ai pas envie que le pays bascule dans quelque chose de beaucoup plus violent, qui ait des incidences sur l'image de la France dans le monde, etc. etc. Notamment envers la politique et les politiques, même parfois peut-être ce manque de conscience, ou peut-être que certains électeurs, électrices se contrefichent, ne s'en préoccupent pas du tout. C'est parce qu'aujourd'hui, les partis n'ont pas su se renouveler, n'ont pas su construire des projets à la hauteur, ou peut-être ne savent pas non plus communiquer à cette nouvelle génération, ou c'est aussi le fait qu'il y a aussi tous ces médias qui arrivent, cette communication à tout bout de champ, on mélange tout, on en parle toute la journée, qui permet peut-être de créer une cacophonie, une sorte d'incompréhension générale, notamment auprès des Français et des Françaises, peu importe l'âge, pour aller voter. Vous avez évoqué plusieurs éléments. Le premier, effectivement, c'est la manière de faire de la politique. Le militantisme après la Deuxième Guerre mondiale, c'était le militantisme ouvrier de masse. On sortait dans la rue, plutôt masculin. Et on voit aujourd'hui la manière de militer, c'est balance ton porc, c'est les réseaux sociaux. On voit bien qu'on n'est plus dans les mêmes modes de contestation, même si on continue d'avoir, comme les Gilets jaunes, la manifestation, le fait d'occuper l'espace public. Donc il y a d'autres formes d'engagement chez les jeunes. Donc, il y a d'autres consciences qui sont peut-être liées aux questions de la lutte contre le racisme, la question de l'environnement, ou encore les questions en lien avec le féminisme. Et puis, effectivement, cette idée que les grandes utopies qu'on a pu vivre au XXe siècle, ces grandes idées, eh bien aujourd'hui, elles ne font pas fleurir. C'est-à-dire, on n'est pas en train d'espérer le grand soir, la transformation ou la révolution, mais on est plutôt dans cette idée on va essayer de faire un petit peu de saupoudrage ou du militantisme local. On va aller se battre pour avoir les petits jardins partagés, des maraudes dans notre quartier. Voilà, on a plus ce sentiment, ce cadre d'action avec l'international qui aujourd'hui a beaucoup plus de mal à émerger. Je vous le dis, on traverse une crise de la représentation, une crise de la manière de faire de la démocratie. On entend souvent d'ailleurs des gens dire mais on n'est plus en démocratie, on est dans une forme de dictature, le vote ça sert à rien. Ce qu'on peut entendre, c'est que la réalité, c'est que le régime présidentiel tel qu'il a été pensé depuis la Ve République, c'est un régime où il y a quand même une partie du pouvoir qui est confisquée pendant 5 ans. Et voilà, donc ça renforce, je dirais, le sentiment qu'il y a une crise de la représentation. Mais militantisme, il y aura toujours. Il y a toujours des formes d'engagement différentes. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être à travers des actions ponctuelles, mais on a toujours des formes d'engagement, notamment parmi les plus jeunes. Selon vous, comment aujourd'hui on en arrive à ce que des hommes et des femmes qui spécialement n'ont pas, vous parlez de militantisme, mais qui n'ont pas eu spécialement un parcours en politique, qui n'ont pas été élus conseiller municipal, maire, député à la région ou encore au département et encore moins président, et qui émergent comme ça. Emmanuel Macron, c'est son cas en 2017. Je rappelle qu'il a été nommé ministre, mais il n'a pas été élu. On n'élit pas les ministres
ministre en France. Bon, Éric Zemmour, c'est pareil, hein, c'est un arriviste qui a grandi comme ça et qui a su se présenter. Est-ce que c'est une nouvelle forme justement de politique, de candidats comme ça, d'avoir du saupoudrage de personnes qui peut-être arriveront, ou est-ce qu'on pourrait demain retrouver des Mitterrand, des Giscard d'Estaing, des De Gaulle, des Rocard, des grands hommes, ou même des Sarkozy qui ont quand même un parcours en politique, des Hollande? Oui. Alors, il ne faut pas confondre deux choses. C'est-à-dire qu'effectivement, le parcours de De Gaulle, c'est pas tout à fait le même que celui de Sarkozy. Ouais. C'est-à-dire que beaucoup sont passés par la résistance, qui a été une clé d'entrée pour la politique. Alors, dans le cas de François Mitterrand, oui, c'est un vieux briscard de la politique. Mais la question que vous soulevez, c'est est-ce que finalement, on n'a pas cette espèce d'idée d'homme providentiel, personne qui arrive. Et ce qu'on voit, hein, là où je vous rejoins, c'est que les trois, on va dire le trio gagnant du premier tour, c'est effectivement Emmanuel Macron, qui est un outsider, mais qui prépare sa candidature depuis un certain nombre d'années, qui est soutenu par des milieux industriels, médiatiques, etc., qui est ministre. Ensuite, vous avez Marine Le Pen, qui, elle, est une héritière. Elle a hérité d'un parti politique et on voit bien qu'il n'y a pas d'autres figures qui émergent, même si elle a évoqué lors de son discours hier Jordan Bardella, qui elle a une trajectoire politique, hein, député, etc., etc. Et puis on a Jean-Luc Mélenchon qui lui est un apparatchik, qui a fait que de la politique, hein, qui n'a jamais vraiment travaillé dans sa vie, qui a un travail normal, puisqu'en France, je rappelle que les élus sont censés être bénévoles et ils bénéficient d'une indemnité. Il n'y a pas de travail salarié lorsqu'on est élu, c'est le cadre juridique. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est le leader charismatique. Donc la question, c'est demain, si ces trois figures-là disparaissent du champ politique, est-ce que les partis continueront d'exister? Et ça, c'est une vraie question qui se pose. On est effectivement dans des périodes un petit peu d'hommes providentiels. Est-ce que si Marine Le Pen n'est plus là, le Rassemblement national disparaît? Est-ce que si Jean-Luc Mélenchon n'est plus là, la France insoumise va disparaître. Donc ça, c'est effectivement une vraie question, mais on voit émerger. Mais ces forces, elles émergent pas de nulle part. Elles sont le fruit de l'héritage pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron, c'est quand même il est issu d'un milieu. Et dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, eh ben, c'est quelqu'un qui a construit toute sa vie autour de la vie, politique en France. Demain, Emmanuel Macron sortira de son repos, puisque aujourd'hui il est à la lanterne, il prend un peu de bon temps et de verdure, comme on en parle assez depuis ce matin dans les médias. Selon vous, pareil, toujours un peu en ayant un peu votre expérience d'analyse, de sociologue, comment est-ce qu'il doit évoluer dans son comportement avec les Français, peut-être être un peu plus sage, être un peu plus à l'écoute, peut-être avoir un comportement plus ouvert, parfois plus apaisé, puisqu'on sait qu'on l'a déjà vu réagir parfois d'une certaine manière, notamment dans le cadre des gilets jaunes ou de la Covid. Qu'est-ce qu'il doit peut-être changer demain pour regagner cette confiance? Et puis, comme il l'a dit hier, hein, on va l'écouter tout à l'heure, hein, œuvrer à cette unité, vivre plus heureux en France, relever des défis en évoquant des années à venir difficiles. Alors effectivement, là, il n'a plus le poids, parce que ça sera certainement son dernier mandat, donc il n'a plus le poids de la réélection. Ce qu'on peut souligner, c'est quand même qu'il a eu un succès. Il a progressé entre 2017 et 2022, ce qui est extrêmement rare. On ne retrouve ça que chez François Mitterrand, mais qui lui a vécu la cohabitation. Donc c'est quelque chose d'assez inédit dans l'histoire, en ayant une crise sanitaire, une crise en lien avec ce qui se passe en Ukraine, hein, une crise de proximité, de voisinage, on va dire, avec la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est le premier constat qu'il faut faire. Et il faut le faire, je veux dire, avec objectivité. Il a été capable, quelle que soit l'idéologie qu'on porte, d'être plus haut encore, donc de renforcer, si vous voulez, sa stature. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les 42% de Rassemblement national. C'est quand même énorme pour une démocratie d'avoir un parti à l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est 20% en 2002, 2017, on est à 30 et là, on est à plus de 40. Donc, quelle sera la prochaine étape? Donc, il faut bien essayer, non pas de se dire « Ah bah, tous les électeurs sont des fachos, ils ne comprennent rien, c'est des gens idiots », mais d'essayer de comprendre ce que ce vote signifie. Surtout que maintenant, on a vu que sur l'outre-mer, sur un certain nombre de territoires, Marine Le Pen fait un tabac. Donc, de bien comprendre ça et de se dire
quel avenir on donne à la France, comme il l'a dit, sur la question de l'union, de l'unité. Et pour le dernier point, et ça revient à la question précédente, c'est qu'est-ce qu'on fait du symbole en politique? C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable d'imposer, d'avoir un style beaucoup plus en lien avec la population, d'être à l'écoute aussi de tous ces territoires qui sont les marginaux, je pense à l'outre-mer, mais aussi aux campagnes françaises où là, le vote Marine Le Pen s'est enraciné. Donc cette France des métiers difficiles, celle qui galère pour finir les fins de mois, pas celle du cœur des villes, et donc d'être capable d'entendre un petit peu, si vous voulez, cette réalité-là, cette France qui est à la fois en insécurité économique, parce qu'elle a la peur du lendemain, et puis en insécurité culturelle, qui a peur de la mondialisation, des transformations de la société. Donc je pense que c'est là-dessus où il va devoir être extrêmement vigilant, pas simplement à titre personnel, mais à titre d'homme d'État qui se projette dans le futur, pour le futur du pays. Avant de vous quitter, mais justement, c'est ça qui est important, il y a cet écart. On rappelle, alors si je ne me trompe pas, en 2017, on est à 66-34. Alors que là, on est à 58-42 pour arrondir. On a Emmanuel Macron quand même qui perd quasiment 2 millions de voix par rapport à 2017. Ouais. Et en plus de ça, on connaît le contexte. Alors bien sûr qu'il a des électeurs qui le suivent, ça va de soi, mais on a même senti une sorte de dynamique où j'ai pas le choix. Bon, bah, je vais quand même voter Emmanuel Macron pour faire face à la droite. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il est tout de même en position de force et dernière donc transition, un point là-dessus et puis transition toute faite, un mot sur les législatives, comment vous les voyez? Sur le rapport de force, oui, mais il ne faut pas oublier qu'il a 28. Il a 28 avec une abstention importante au premier tour. Donc il faut bien avoir en tête que le rapport de force, à mon sens, il ne va pas se créer au niveau des législatives, parce que j'entends beaucoup, notamment les militants de la France Insoumise ou du Rassemblement National, dire oh, il va y avoir les législatives. Mais quand on fait 21-22, ça va être compliqué d'avoir une majorité aux législatives. Compte tenu du système tel qu'il est organisé, on ne fonctionne pas à la proportionnelle en France. Donc ça, c'est le premier point, mais je pense que le troisième round, ce ne sera pas tant les législatives qui vont probablement, on verra, après, je n'ai pas de boule de cristal, mais conforter le choix des Français à l'élection présidentielle. Je pense qu'on aura la République en marche. Alors, l'inconnu, c'est la centaine de députés, les Républicains, est-ce qu'ils vont être reconduits? Comment va se comporter l'électorat qui, aujourd'hui, identifie plutôt Emmanuel Macron centre-droit, droite libérale d'un point de vue économique. Donc ça va être un petit peu l'inconnu. Mais le troisième round, ça sera dans la rue, c'est-à-dire les mouvements sociaux, vous l'aviez évoqué en introduction, le 1er mai, tous ces moments où les Français aiment bien mettre la pression au gouvernement. J'ai bien dit qu'il y avait d'autres formes de militantisme, mais celui-ci continue d'exister, la manifestation, la protestation. Je pense notamment à la question de la réforme des retraites. Donc oui, aujourd'hui, il a le pouvoir entre ses mains. Non, ce n'est pas un blanc-seing, parce qu'une partie de l'électorat a dit « je vote Macron en passant le nez » et qu'il faudra de toute façon être vigilant à la question sociale, parce que s'il y a bien quelque chose auquel sont attachés les Français, c'est bien évidemment que la France est une démocratie sociale, donc à la qualité de la santé, à la qualité de l'éducation. Et on voit bien chaque gouvernement qui se succède, il y a deux réformes clés, c'est la sécurité sociale et la retraite. Deux postes qui aujourd'hui pèsent parce qu'il y a des complémentaires, la mutuelle pour la sécurité sociale, et des complémentaires retraite, et qui pèsent sur le pouvoir d'achat des Français. Donc le troisième round, ça sera, je pense, la rue et puis le rapport de force avec la société civile française. Eliamine Soum, merci d'avoir été avec nous, sociologue. Vous êtes enseignant sur des questions internationales notamment. Merci infiniment d'avoir été avec nous et de vous avoir retrouvé. Je vous souhaite une belle soirée en ce lundi 25 avril. Vient nous rejoindre Farid DMS Deba, ancien élu politique, producteur, réalisateur. Bonsoir Farid DMS Deba. Oui, bonsoir. Merci. Aklim Elouli est avec nous aussi, maire adjoint à Bonneuil-sur-Marne, un département où on a le moins voté, justement, membre du Conseil national du Parti socialiste. Bonsoir, cher Aklim Elouli. Bonsoir, bonsoir, Jabal Kassi, vous allez bien? Ça va, bonsoir merci. À nos téléspectatrices et téléspectateurs.
Merci infiniment d'être là. Aklim Elouli, je commence avec vous. Avant de vous poser cette question, puisque vous êtes vous aussi élu en fonction sur le terrain depuis plusieurs années, on va parler de cette abstention et de ce département, puisque Bonneuil-sur-Marne, c'est dans le Val-de-Marne. Quand il est 20h hier, vous avez eu ce résultat, votre ressenti? Déjà, c'est un soulagement parce qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'effectivement, il n'y avait pas de risque, mais qui vont vous faire le calcul de le delta entre le score de Macron et le score de Marine qui est de 16 points ou je ne sais plus combien, alors qu'en réalité, c'est 50 plus une voix pour être élu à la République, donc elle est à 9 points. En fait, on voit bien la progression. Donc il y a un soulagement, mais en même temps, eh bien, il faut que les gens entendent et que j'espère que j'ai écouté le discours du président sortant et rentrant hier soir, qui semble avoir entendu le message. Il faudra qu'il le traduise parce que en fait, il a une lourde responsabilité parce que c'est déjà la troisième fois qu'on nous fait la digue républicaine. On ne pourra pas la faire une quatrième fois, donc il va falloir bien réfléchir à ces souffrances, à ces gens qui sont fâchés, qui sont effectivement aujourd'hui en attente d'une politique plus humaine, plus juste. Et effectivement, c'est pas un blanc-seing qu'il a eu. Je pense que l'initiative doivent être un des éléments. Après, effectivement, il faut que les gens aient une politique. Il faut faire aussi des propositions. Il suffit pas de sauter, comme disait à l'époque, pour paraphraser le général de Gaulle, comme un cabri, pour qu'effectivement les choses avancent et se règlent. Donc, il faut des propositions claires. Et à mon avis, il faut que le président prenne le sens de ses responsabilités et notamment la lourde tâche qui est la sienne parce que il faut apporter des réponses. C'est que les réponses qu'il a apportées dans le précédent quinquennat ne peuvent pas satisfaire puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui avaient du mal à voter pour lui. Donc il faut qu'il entende cet effort qui a été fait en leur apportant des politiques plus adaptées. Alors justement, effectivement, certaines personnes ne savaient pas pour qui elles allaient voter. Certains ont parlé même entre la peste et le choléra, que faut-il choisir? Comment il a été élu ce président hier? Je rappelle qu'il a 2 millions de voix en moins que 2017. Je le disais tout à l'heure. L'écart est beaucoup moins important en 2017 entre lui et Marine Le Pen. L'écart était beaucoup plus important en 2017. Comment il a été élu ce président hier? Il a autant de soutien réellement qui suivent son programme. Il y a beaucoup d'électeurs qui se sont dit que voilà, l'extrême droite j'en veux pas, donc je vote Macron. Quelle est votre analyse? Déjà son score de premier tour, il est effectivement, c'est des gens qui ont voté pour lui parce qu'ils voulaient faire barrage tout de suite à l'extrême droite, un peu dans le vote utile, qui a été aussi sur Jean-Luc Mélenchon. En fait, on a déjà fait des analyses sur ces 3 blocs du premier tour. Sur le second tour, il a été élu, on voit bien quand même qu'il a été élu par défaut, puisqu'on n'a pas eu de vrai débat. On parlait de projet contre projet, ça c'est pas, il n'y a pas eu de vrai projet. En fait, aujourd'hui, certains se félicitent de la disparition des partis de gouvernance, comme les socialistes et la gauche en général, ou comme les républicains, anciennement la RPR et la droite en général. En fait, ils ne devraient pas trop se féliciter parce que du coup, ça ouvre la porte des populismes. Et alors qu'avant, même si on n'était pas d'accord, il y avait un projet contre projet, même si les choses n'étaient pas parfaites, mais on avait de vrais projets de société. Là, en fait, on n'a pas eu de projet de société. On a eu soit la dictature, en fait, ou la démocratie. Et à choisir entre la dictature et la démocratie, n'importe quelle personne saine d'esprit va choisir la démocratie. Parce que dans la démocratie, elle sait qu'elle pourra continuer à se battre, puisque d'ailleurs les gens l'ont dit en parlant de la rue, des syndicats. Les syndicats qui ont appelé à voter CGT, CFDT, c'est pas parce qu'ils ont été convaincus par la réforme des retraites, c'est parce qu'ils savent aussi que dans une démocratie, on peut se battre, on peut contester et on peut avoir gain de cause. Dans une dictature, vous ne pouvez rien vous battre, vous ne pouvez rien contester, vous êtes tout de suite mis en prison, bâillonné, frappé. Enfin, vous voyez, certains s'inquiètent des violences policières qui sont aujourd'hui à la marge de ce qui se fait. Avec une dictature, les violences policières seront la règle. Vous voyez, des éléments comme ça. Donc, il faut faire attention parce que, et moi, je suis inquiet que dans ce pays, alors on peut se féliciter de ce qu'on veut, mais quand dans un pays comme la France, qui est la patrie des droits de l'homme, on a un Front National, un parti raciste, qui a plus de 40%, presque 42%, il n'y a pas de quoi se pavaner ou jouer les pères à la morale. À l'instant, Farid DMS Debat, pareil, même question, il est 20h hier. Quel est votre ressenti lorsque vous avez vu ces deux portraits s'afficher sur tous les écrans avec ces résultats? C'était prévisible que Macron allait être réélu. Maintenant, est-ce qu'on peut philosopher sur le fait qu'il a été bien élu, mal élu? Bon, peu importe, il est toujours en poste, il renouvelle son mandat. Bon, c'est dont acte. Maintenant,
Akli l'a bien souligné, un pays comme la France qui a banalisé la parole raciste et anti-musulmane, il faut se poser des questions qui puissent à ce point drainer plus de 40% à une élection présidentielle. C'est grave dans le pays des Lumières, des droits de l'homme. À ce niveau-là, la lumière, elle est éteinte. Donc, ça pose question. Ça pose aussi question du rôle médiatique actuel qui a permis justement d'ouvrir et de faciliter la parole raciste et anti-musulman. Donc, c'est ça aussi sur quoi il faut se poser des questions. Quand vous regardez des chaînes de télévision, d'informations en continu qui blâment à longueur de journée sur tout et n'importe quoi les musulmans, c'est normal qu'ils attisent la haine comme on pouvait attiser la haine en 1933. Je fais pas du tout, c'est pas anodin ce que je dis, parce que c'est vrai, là, quand on parle de pénurie d'huile et que c'est de la faute des musulmans parce qu'ils font des beignets, et dans quoi on est? Et ça, on est en France, et nul ne se soulève face à cette ouverture, cette facilité de parole indigne, dégoûtante. Et c'est ça qui me pose problème, non pas la politique de Macron qui va continuer à mener, puisque de toute façon, son programme, il est plutôt arrivé dans cette élection un peu les mains dans les poches. Il s'est déclaré vraiment à la veille de la clôture des candidatures. Il a présenté un programme qui n'était pas vraiment un programme. Au deuxième tour, il disait bon écoutez, je vais piquer un petit peu par-ci, par-là, comme ça vous allez tous vous retrouver avec moi. C'est n'importe quoi. C'est pas un projet de société qu'il nous propose. Il va faire la continuité de plus ou moins ce qu'il a commencé de faire avec son précédent quinquennat. Mais à côté, on a une extrême droite qui devient de plus en plus forte à cause d'une politique très très difficile pour les classes moyennes comme les classes populaires de Macron, ancien président. Donc maintenant Macron, nouveau président, avec un programme qui pour moi, sincèrement, maintenant vous m'interrogez, quelles sont ses grandes lignes dans son programme, j'en serais incapable de vous le dire. Il n'y a pas de grandes idées comme ça. C'est pas la France comment je vais construire la France dans 30 ans qui nous a proposé. C'est bon, je suis là, hein, donc continuez à voter pour moi. Et puis, de toute façon, c'est soit moi, soit le fascisme, le nazisme, et tout le monde dit oui, d'accord, ok. Donc, c'est pas la peste et le choléra, c'est juste une politique qui met au banc de la société les plus vulnérables, et une politique, bien sûr, qui, elle nous rappelle la période la plus sombre de notre histoire, auquel cas, bien sûr, il ne fallait pas que ça passe. Mais à l'heure actuelle, Macron, il a perdu 2 millions d'électeurs. J'ai envie de dire seulement. C'est incroyable avec une politique qu'il a menée, qui a été faite en direction des plus riches. Il a frappé sur les classes populaires comme sur les classes moyennes. On a de moins en moins de classes moyennes, les étudiants à la soupe populaire. Non mais c'est incroyable quand même. On a vécu quand même les gilets jaunes, on a vécu 5 ans de souffrance, sincèrement, pour les gens les plus vulnérables, alors que normalement, dans un pays comme la France, c'est d'abord et avant tout vers les plus vulnérables où il faudrait s'adresser. Parce que lorsque malheureusement on est riche, lorsque on est riche, on n'a pas besoin de l'aide de l'État. Mais lorsqu'on est pauvre, on a besoin de toutes les aides qui puissent venir. Et puis là, Macron, il n'a pas du tout aidé, bien au contraire. Donc c'était pas du tout une surprise. Il y a eu encore une fois le barrage antifasciste, le Front républicain, vous l'appelez comme vous voulez, contre Marine Le Pen. Soit c'est bien, elle n'a pas gagné, c'est bien. Mais de l'autre côté, elle a augmenté son électorat. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des jeunes filles qui portent le voile, qui se font tabasser dans la rue, qui se font verbaliser sans aucune raison, sans aucun fondement juridique. Et ça passe crème, et on n'en parle pas, ça passe sous le tapis. On va en parler justement ces brimades au quotidien que la population musulmane subit en France, qui moi me donne envie de vomir. Et ça ne devrait plus être tolérable, et ça ne devrait plus être toléré ici dans ce pays. Vous m'entendez, Farid, ou pas? Oui, je vous entends. Ah, très bien.
Restez avec nous, Farid MS2. On va y revenir aussi, parce que est-ce que Emmanuel Macron, il est peut-être le seul responsable de tout ça, ou sont aussi peut-être les autres partis? Même réaction à Gamal Abina avec nous. J'ai le plaisir de retrouver aussi, on l'a eu pendant plusieurs jours, un porte-parole, je rappelle, du mouvement des droits civiques, analyse politique. Gamal Abina, une réaction sur ce résultat de ces présidentielles 2022. Il y a plusieurs éléments que je voudrais mettre dans la réaction. La première, c'est effectivement la stupeur, parce qu'on se rend bien compte qu'on a un Front National qui est quand même pratiquement à 42%. Ça veut dire qu'il n'a jamais été aussi puissant. Pour rappeler un peu le passif, Le Pen face à Chirac et le Front Républicain avait fait 82% de Chirac contre 18 Le Pen. Ensuite, on a eu il y a 5 ans un Macron qui se présente face à une Le Pen. À ce moment-là, elle fait 35%, ce qui est déjà très très important face à Macron qui fait le reste, 65. Et puis aujourd'hui, on a un Macron qui s'est littéralement rapetissé puisqu'il ne fait que 58% avec un appel de tous les partis à voter contre Le Pen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'extrême droite a remporté la mise quoi qu'il arrive, qu'il y a une extrême droitisation des esprits, que la lepénisation a bien fonctionné, que cette extrême droite s'est en plus présentée sous forme de 3 partis. Le parti de Zemmour, évidemment, avec la Reconquête, le parti Dupont-Aignan et évidemment le parti de Marine Le Pen qui a changé de nom pour donner l'impression que c'est plus un front militaire mais un rassemblement politique. Et donc oui, ce qui est inquiétant dans l'histoire, en substance, c'est quoi? C'est que d'abord, c'est un président, puisque je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, mal élu, puisque finalement un Front républicain à 58%, avec surtout 3 millions quasiment de personnes qui ont voté blanc ou abstention, c'est considérable. C'est qu'il y a vraiment une désaffection, enfin un désintérêt total de l'offre politique qui a été faite. Et puis surtout, et c'est très important, Macron, qui pendant les 2 premières années de son mandat s'est relativement bien comporté, a dérapé avec les mouvements qui constituent celui-ci, c'est un front, les différentes tendances de son mouvement, a été influencé par ce fameux mouvement laïcard qui se dit républicain, et donc ça a influencé sa politique pendant 3 années, qui a conduit à des lois extrêmement répressives, extrêmement liberticides et islamophobes. On l'a souligné. En sous-jacent, qu'est-ce qui est inquiétant? C'est que finalement, avec une forte poussée du Front National, eh bien, la politique va être dictée à l'avenir par une tendance extrême droitière. Et que Marine Le Pen n'a juste à attendre tranquillement, puisque sa progression de 35 à 42%, c'est 7 points de plus, veut dire que si elle poursuit cette progression, eh bien, il est probable qu'à la prochaine mandature, elle l'emporte. Ensuite, effectivement, Macron n'a pas fait de programme politique, il n'a même pas fait campagne, il était une fois à Marseille, une fois dans les banlieues, bref, à Saint-Denis d'ailleurs, simplement pour faire du racolage de voix, parce qu'effectivement, on vote plus pour un candidat, on vote contre une opposante. Et Macron était 2 fois mal élu en réalité, parce que quand on y pense, la première élection, même s'il avait cette espèce d'image d'homme neuf, positif, jeune président, dynamique, un petit peu une sorte de golden boy de la politique française. Il est arrivé avec une image quand même assez positive malgré tout, et très rapidement s'est dégradé. Mais il a été élu face à Le Pen, encore une fois. Donc c'est pas vraiment une élection, c'est un plébiscite, ou alors c'est un vote sanction. Et pour finir, aujourd'hui, ça devient presque une sorte de vote de confiscation de voix. C'est une sorte de hold-up électoral qui conduit à ce que M. Macron se retrouve aux commandes. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il a 2 mois avant les législatives pour constituer un gouvernement. On aurait une orientation qui sera plus ou moins calme au départ parce qu'il ne peut pas aller trop loin. Puis après, ça va être un gouvernement dur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se rend compte que nous sommes pris, nous, en tant que fils d'immigrés, descendants d'immigration africaine postcoloniale, entre l'enclume et le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que si on vote pas Macron, on a Le Pen, et si on vote Le Pen, on a le pire en substance. Donc c'est une élection qui est tronquée, c'est une élection qui est inquiétante, c'est une élection qui a consacré un Front National qui est à 42%, qui est donc la première force politique d'opposition de Macron, puisqu'il a largement dépassé celle de la gauche. Et c'est surtout une élection qui conduit à penser qu'il n'y a plus d'idées nouvelles en France, on recycle le passé. Le passé est très sale en demeurant, puisqu'on parlait tout à l'heure, Farid parlait des années 30, effectivement, en 33, Hitler n'arrive pas au pouvoir, il est placé par la droite. Eh bien, Macron n'arrive pas au pouvoir naturellement, mais il risque de placer l'extrême droite au pouvoir à force d'avoir une politique qui se rapproche finalement de l'original. Et oui, on doit être inquiet parce que les législatives vont donner le là, et les législatives vont peut-être conduire à une cohabitation, mais ne garantissent absolument pas un recul de l'extrême droite. Merci Gamal Abina. On va revenir bien évidemment un peu sur le programme et puis
les causes, les raisons ou les avantages des deux partis sur un peu leur élection. Où est la responsabilité, où sont aussi les autres partis qui sont encore là tout de même si les résultats au premier tour ont été assez bas, mais ils sont encore là. Comment vont-ils se comporter? Et puis, où est Jean-Luc Mélenchon, effectivement, qui demande à se faire élire en tant que Premier ministre? Alors, je rappelle qu'en France, c'est le président qui choisit son Premier ministre. On n'élit pas un Premier ministre, mais il fait référence justement à cette force aux législatives. Mais on va s'arrêter un instant sur peut-être le premier ou le troisième vainqueur de cette présidentielle. C'est à nouveau cette abstention. Vous allez voir ici à l'écran donc ce graphisme avec les abstentions de 1969. Vous allez voir 2002, 2012, 2017 et 2022. A priori, ça devrait apparaître à votre écran. Voilà. C'est pour vous dire qu'en 1969, effectivement, on est à 31,20%. Et depuis, effectivement, c'est cette présidentielle 2022 avec comme vainqueur Emmanuel Macron qui bat des records puisqu'on est à 28,01. Donc si on enlève 69, une année d'ailleurs juste après mai 68, on est vraiment arrivé à un record. Akli Melouli avec nous, Val-de-Marnais, Akli Melouli, le Val-de-Marne, un département plein de jeunesse, un département très populaire, un département où il y a énormément de quartiers, énormément aussi de difficultés, il y a énormément de richesses, mais c'est là où ça le moins voté aussi parmi les trois départements. Oui, je crois que à l'occasion aussi de rappeler que je crois que Farid, que je salue, est aussi Val-de-Marnais comme moi. Donc, on est deux au moins déjà là. Alors, effectivement, l'abstention, c'est révélateur. C'est-à-dire qu'en fait, les gens rejettent complètement la politique d'Emmanuel Macron. Ils ont beaucoup de mal. Et c'est ça le risque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas aussi leur dire que il faut aller voter si derrière ils n'ont pas de gage. En fait, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est quid du pouvoir d'achat, quid de la dignité humaine. On a vu aussi quand même que pendant le quinquennat, les richesses se sont accumulées, mais elles n'ont pas été partagées. Et donc la question du partage des richesses, parce qu'on ne peut pas non plus continuer à être une société que productiviste, il va falloir aussi réfléchir. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'il se base sur la question des retraites. Les gens parlaient tout à l'heure, Elémine, je crois parler des leviers sécu-retraite. Avant le Covid, c'était à l'équilibre. Aujourd'hui, c'est parce qu'on y met un peu tout. Ils disent qu'effectivement, ils veulent une cinquième branche et pour la financer, on va la financer sur le travail, sauf que si la théorie du plein emploi qu'ils veulent développer se met à l'œuvre, il n'y aura pas de problème de financement. Et qu'aujourd'hui, on peut aller chercher d'autres sources de financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aller sur les intérêts du capital, etc. On peut réfléchir à d'autres modes de financement. Et je pense que c'est là qu'on attend le président de la République. Est-ce qu'il va être capable de se mettre autour de la table avec les partenaires sociaux pour réfléchir, ou est-ce qu'il va continuer à faire une politique descendante par ordonnance, l'utilisation du 49.3? C'est là-dessus. Mais je crois que s'il va dans ce terrain-là, je pense qu'effectivement, il n'y aura pas de quatrième digue, à mon avis, républicaine. Je crois que l'important, c'est ça. Mais c'est aussi les partis de gauche qui doivent... Aujourd'hui, je parle des partis de gauche parce que il y en a qui ont théorisé les gauches irréconciliables, mais quand certains mettent de l'huile sur le feu en disant « moi, je veux bien m'associer, mais pas avec toi, pas avec lui, parce que lui », et qu'on continue à la cour de récréation, comme on l'a fait déjà en 2017, parce que si on gagne pas aussi, c'est la résultante de 2017, on a été incapable de se mettre autour de la table pour discuter d'un programme. Il s'agit pas de savoir si on aime un tel ou si on aime un tel. Il s'agit de savoir si on est capable de produire un programme pour les Français, d'avoir un programme pour l'initiative, pour justement dire aux Français, vous voyez, on a une alternative crédible à leur proposer. Il suffit pas je vous dis, de dire, on est le rempart. Donc, aujourd'hui, je finis là-dessus, c'est notre capacité à bouger. Oui, je vous garde, restez avec moi. On va revenir dans quelques instants, effectivement. Vous revenez sur 2017, sur ces négociations qui n'ont pas eu lieu pour certains. En tout cas, on l'a vu ici que peut-être que Mélenchon aurait pu passer, mais en tout cas, c'est pas le cas puisque tous les partis de gauche ont souhaité garder leur programme, leur idéologie et se présenter. Mais là, actuellement, que faut-il faire demain pour redonner espoir en la politique à toutes ces Françaises et ces Français qui ne sont pas allés voter, notamment un département comme le vôtre, c'est qu'ils ne croient plus en la politique, il n'y a plus de projet, ça ne les intéresse pas, c'est vraiment tous les mêmes et rien n'est bon. Je pense que c'est un peu à l'extrême de dire ça.
Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, on peut reconnaître que Jean-Luc Mélenchon a parlé aux jeunes, il les a fait venir aux urnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plusieurs questions, en fait, qu'il faut répondre. Il y a la question sociétale, c'est-à-dire, en fait, c'est quoi la France aujourd'hui? Il faut arrêter d'être sur des théories laïcardes du printemps où on va s'occuper de la tenue des gens, alors que Jaurès est brillant. Et je comprends pas que les gens de gauche ne se rappellent pas ce que disait Jaurès est brillant. Quand on a voulu interdire la soutane dans l'espace public, il a dit la République ne s'occupe pas de la tenue vestimentaire. C'est pas ça la laïcité. La laïcité ne s'occupe pas de la tenue vestimentaire. Et les règles, elles sont respectées pour tout le monde. Il y a ce volet-là. Donc, est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait société? Parce qu'en fait, est-ce que c'est ce débat sur qui est français, français de papier, etc. En fait, est-ce que on est sur une communauté de destin, et là on est tous français parce que tous on a le même intérêt, on poursuit les mêmes intérêts et on a envie que nos enfants vivent mieux, et ça c'est l'intérêt de tout le monde, ou est-ce qu'on est encore sur des replis communautaires, sur des vieilles rancœurs et des vieux schémas du 19e siècle? Donc là aussi il faut qu'on clarifie, et donc il faut que les politiques arrêtent d'être dans le et en même temps. Ce que fait chier, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on soit clair. La laïcité n'empêche personne de pratiquer son culte, n'empêche personne de se vêtir comme il l'entend, à partir du moment où il respecte les lois de la République. Et ça, c'est la même chose. C'est comme vous avez vu sur ce sondage, qui ont dit que 60 et quelques % des croyants pensaient que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Mais si vous êtes croyant, vous avez le droit de le croire. Justement, un croyant croit que la loi de Dieu est supérieure, et c'est normal, il est croyant. Mais par contre, il n'a pas le droit de l'appliquer. Il doit appliquer la loi de la République. C'est ça la différence. Et donc, il faut bien être explicite. Et ça, il faut que les gens l'entendent. Et ensuite, il y a l'autre élément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on réfléchisse. On a quand même des jeunes qui n'arrivent pas à s'inscrire à l'université, à qui on va encore augmenter les droits d'inscription. On a des jeunes qui n'arrivent pas à aller vers l'emploi parce qu'ils manquent d'expérience et parce que la formation, elle n'est pas adéquate. Vous voyez, je pourrais énumérer tout ça. Et donc, il faut apporter des réponses, mais pas seulement aux jeunes. On veut repousser l'âge de la retraite. Les anciens, à 55 ans, ils sont plus employables, personne ne veut les employer. Et donc, à partir de 55 ans, ils sont effectivement dans des positions où le chômage partiel, le ceci, enfin, et donc ça a un coût aussi. Donc, je veux bien l'hypocrisie. À un moment donné, il faut lever le voile là-dessus. Et sans jeu de mots par rapport au voile, le débat d'avant. Mais en tous les cas, il va falloir que les politiques, aujourd'hui, apportent des réponses. Mais quand je parle des politiques, je parle y compris de la gauche. Par exemple, moi, le Parti socialiste, pour pas parler de toute la gauche, mais les autres, ils sont toujours mieux. Tout le monde dit il est toujours mieux que les autres. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils proposent au fond? Parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans qu'on n'a pas eu de grandes idées de gauche. Et moi, quand Bergeron dit effectivement le blocage des prix, ça c'est une bonne idée. À partir d'un certain seuil, il faut revenir, il faut la répartition se fasse différemment et tout. Voilà, mais il faut réfléchir, travailler, y compris avec l'économie. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir raison tout seul contre les autres. Il y a des gens qui voudraient avoir raison tout seul contre les autres. Et moi, je prends à témoin les gens. Je ne connais personne. Avoir raison tout seul, c'est pas faire société, c'est pas construire l'avenir. Donc, il faut qu'on ait une cohérence d'ensemble et qu'ensemble, on puisse travailler à un programme de gouvernement. C'est ça qu'attendent les Français. Et je crois que dans le Val-de-Marne, d'ailleurs, dans le Val-de-Marne, paradoxalement, les gens votent pour leurs élus au niveau local, quelle que soit la couleur politique, parce qu'ils sont dans la proximité où ils les enlèvent. Donc, on voit bien que c'est plus que l'appartenance à telle ou telle écurie, c'est la qualité des hommes qui sont en phase avec les projets et avec leur société. Farid DMS Debat, même question. Alors effectivement, si je me trompe pas, vous êtes kremlinois, hein, vous êtes du côté vous êtes dans le Val-de-Marne aussi, un département qui a un peu voté. C'est la question qu'on se pose à chaque scrutin d'ailleurs. Encore une fois, quelles sont les causes? C'est ce micmac de communication des médias. On se renvoie la balle, on se chamaille et on ne comprend plus rien, on n'y croit plus. C'est qu'il n'y a plus de projet, c'est les Français ne s'intéressent plus, ils ont plus envie. Quelles sont les raisons qui poussent justement à se retrouver avec 28,1% d'abstention? En effet, c'est l'offre politique qui est très pauvre à l'heure actuelle. Pourquoi les partis traditionnels, les Républicains et les partis socialistes, je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Akli, que je salue également, mais malheureusement, ils n'avaient pas une offre politique véritablement travaillée. C'est ça le souci. Ils se sont assis sur des acquis, ils ont surfé sur une vague raciste qui était emmenée par un certain Zemmour quelques mois auparavant, et donc ça a été une petite course comme ça à l'échalote pour savoir à qui va être le plus raciste de tous. Et c'est ça un petit peu le gros problème des grands partis, enfin des anciens grands partis, c'est que ils sont restés sur des acquis, ils n'ont pas proposé de grands axes politiques pour
refaire, on va dire, autre chose que ce que faisait le président en place, qui lui a ratissé large. De toute façon, d'ailleurs, on le dit très bien que Macron a été le fossoyeur de la droite et de la gauche, de droite et gauche traditionnelle, j'entends bien, tellement qu'il a ratissé large, il a formé son gouvernement avec autant des gens de gauche que des gens de droite. Donc là-dessus, les gens, quand ils regardent ça, ils sont totalement perdus. Donc ils se disent, quelle est mon offre politique? Où est l'alternative? Que me proposent les autres partis? Et c'est ça qui fait que les gens, ils sont dégoûtés. C'est-à-dire qu'ils se disent que c'est juste un travail derrière, juste pour la place. C'est pas bien d'avoir ce côté politique, tous pourris et tout. Moi aussi, j'ai fait de la politique, je suis un ancien élu, donc c'est un petit peu trop facile là-dessus. Mais il faut comprendre aussi les gens. Les gens, ils sont blasés, ils sont fatigués, ils en ont marre d'être pris un petit peu comme des pigeons. Et là, le côté on va jouer au castor et on va former le mur républicain, ils se sont dit, attendez, c'est la 3e, 4e fois que vous nous faites le coup, là, c'est bon, ça suffit, proposez-nous quelque chose. On en a marre de voter contre, on veut voter pour. Et là, malheureusement, comme en 2017, on ne vote pas pour, comme avant aussi avec Hollande. On n'a pas voté pour Hollande, on avait voté contre Sarkozy. Donc ça devient vraiment maladif. Et à force d'avoir ce genre de propositions au niveau des élections, c'est normal que l'électeur il se dit j'ai autre chose à faire, il fait beau, c'est un dimanche, je préfère aller pique-niquer avec ma famille plutôt que me prendre la tête à aller faire la queue dans un bureau de vote, parce qu'à l'arrivée, on va me prendre pour un imbécile. Donc c'est ça aussi, il faut comprendre que l'offre politique est tellement pauvre qu'elle n'est tellement pas diffusée. Malheureusement, dans les meetings, tout se ressemble. Il faut dire ce qu'il en est. Mélenchon a proposé un travail derrière depuis quelques temps. Mais hormis lui, je parlais tout à l'heure de Macron qui arrivait un petit peu les mains dans les poches, c'en est un très très bon exemple. Il a été élu, pour moi, vraiment les mains dans les poches, sans proposer un programme avec des fortes lignes. Donc quand vous avez cette proposition politique à l'heure actuelle, les gens ils se disent mais je ne vais pas voter pour ça, il n'y a rien qui m'intéresse. Il est où ton programme? C'est ça ton programme? C'est du réchauffé. C'est quoi la France dans 10 ans? Qu'est-ce que tu me proposes comme avenir pour mes enfants? Ah, rien? Bon, ciao, j'ai autre chose à faire qu'à perdre mon temps. À l'heure actuelle, les gens, ils ont perdu espoir en l'avenir. Et ça, c'est très grave. Ils ont perdu confiance aux politiques parce qu'à l'heure actuelle, ils imaginent qu'un politicien, c'est quelqu'un qui œuvre pour soi, pour sa paroisse, non pas pour le bien commun. Et ça, c'est triste. Gamal Abina, pareil, Farid DMS de bas, effectivement, nous raconte l'histoire, effectivement, d'Emmanuel Macron, qui a rapidement été candidat, qui a ratissé large, mais est-ce que là, c'était pas plus le renouveau, encore une fois, on se souvient au début du quinquennat, ces législatives, en mettant des nouveaux députés, d'ailleurs, qui ne savaient même pas ce que c'était que la prime de Noël la somme, enfin, le salaire précis du SMIC, etc. Donc, voilà un mot aussi sur cette abstention. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, pour y arriver, est-ce qu'il ne faut pas spécialement être arriviste et puis, faire un peu de show, je vais tout changer, je suis là, je ratisse large, etc. Vous savez, je salue à clé aussi et Farid, ainsi que vous-même, parce que je suis arrivé un peu en retard. Très rapidement, pour expliquer, la problématique qui se pose réellement, c'est qu'aujourd'hui, l'offre politique non seulement est pauvre, mais ne produit pas grand-chose en termes de changement, d'avancée, d'amélioration des conditions économiques, socio-économiques. Alors effectivement, l'abstention est une réponse à un désaveu, avec une certaine détestation du mensonge de l'offre politique. Mais il y a deux choses qu'il faut souligner. Il n'y a pas eu de campagne. Macron n'a pas fait campagne. Les autres candidats étaient assez faibles, voire inexistants. Je ne vais pas faire référence à la droite ou l'extrême droite. Je vais prendre deux exemples très symptomatiques, dont un qui vient d'être évoqué par Aclier. C'est un exemple intéressant puisque c'est un homme de gauche. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on avait installé avec le Conseil national de résistance ce qu'on appelait à l'époque, et c'est De Gaulle qui était à la manœuvre avec les communistes, le contrôle des prix. Le contrôle des prix était une réponse adaptée qu'a évoqué Mélenchon d'ailleurs, et c'est une vraie proposition qui a été faite, qui devait toucher tout le monde, contre Macron qui ne propose rien. On l'a vu dans le débat face à Le Pen, il critiquait sa proposition de baisse de la TVA. Or, la proposition d'une ultralibérale comme Macron et comme elle, de baisser la TVA, ne garantit absolument en aucun cas une amélioration du pouvoir d'achat, puisque si un prix double
avec ou sans TVA, de toute façon, ça ne bougera pas, ça n'impactera pas le prix final. L'inflation ne peut pas être combattue par une baisse de taxation. Ça, c'est un mensonge, à part pour l'essence peut-être. Et concernant le contrôle des prix, effectivement, si on dit aux industriels qui ont tendance à exagérer dans les bénéfices qu'ils réalisent, qu'on va contrôler leurs prix en fonction de leur production pour garantir un pouvoir d'achat, là, on commence à parler au peuple. Et le peuple aurait aimé ce genre de proposition si elle avait été dite de façon très claire. Malheureusement, on ne parle plus d'économie aujourd'hui, on parle de chiffons, de foulards, de banlieue, de délinquance mineure. Enfin, on parle de choses qui ne sont pas très sérieuses, mais les questions économiques ne sont pas abordées. Or, les Français, en règle générale, dans tous les sondages, sont toujours inquiets. La première chose qui les inquiète, c'est le chômage, la dégradation du pouvoir d'achat, les questions économiques, le lendemain qui déchante. Tout ça, c'est des réalités qui se posent. Et lorsque l'on va voter, on se rend bien compte que l'offre, qui est déjà très faible sur un plan de la proposition, est encore plus faible sur le plan des solutions et inexistante sur le plan de la personnalité politique. C'est-à-dire que les gens qui se présentent en général, ils viennent parce qu'on vote quasiment pour une gueule, une belle gueule. Macron a été élu parce qu'il avait une belle gueule, mais en aucun cas parce qu'il avait un programme, il n'a pas posé. Et donc, c'est vrai que, par exemple, je vais donner une offre toute simple que je vais donner devant tout le monde. J'ai déjà fait plusieurs fois ces propositions qui ne sera jamais retenue, évidemment. Je dis que si on veut libérer du pouvoir d'achat, il suffit simplement de diviser les prix de loyer imposés par l'État, donc les HLM et puis les grands groupes, de diviser le prix du loyer par 2, de sortir de cette spéculation qui a conduit à des surloyers considérables qui se rapprochent du modèle anglais. Ça libérerait réellement du pouvoir d'achat et on pourrait aborder facilement l'inflation à venir qui est en train de se manifester à une moyenne de 5% par mois. Eh bien, les hommes politiques ne le feront pas parce que le monde ultralibéral et capitaliste dans la France, malheureusement, est complètement imprégné. Ce monde est en train de montrer qu'ils ne veulent pas faire des efforts pour augmenter les capacités les plus pauvres pour s'en sortir. C'est-à-dire que si vous réduisez le prix du loyer, tout le monde a accès d'abord au logement et surtout, vous avez plus de moyens pour pouvoir vivre. Et tout ça, ce sont des questions qui sont réellement importantes. Des questions qui, si elles sont posées avec des réponses adaptées, pourraient séduire la population. Mais il n'y a malheureusement pas grand monde dans la classe politique en mesure de faire ça. Sauf peut-être Mélenchon qui est à l'extrême gauche et qui a une tendance à avoir une position très radicale. On a vu la proposition de taxation des successions à partir de 12 millions d'euros. Mais tout ça, encore une fois, ça reste des épiphénomènes. Aujourd'hui, si les Français ne votent pas, d'abord, la majorité des jeunes ne votent en général pas, parce qu'ils ne sont pas intéressés par le fait politique. Mais si les Français ne votent plus, on voit bien le sondage que vous avez présenté. En 69, il y avait 31% d'abstention, mais simplement parce que les communistes qui étaient très puissants, ils représentaient 20% de la masse électorale, avaient demandé à ce qu'il n'y ait pas de vote en faveur de Pompidou ou de son concurrent direct. Aujourd'hui, cette question se pose avec plus d'acuité puisqu'on se retrouve dans la même configuration. On a un Macron qui n'est pas aimé. On a vu les Gilets jaunes, ça rappelle un peu 68, mai 68 avec De Gaulle. Et puis de l'autre côté, on a une extrême droite qui est détestée. Donc là, effectivement, l'offre est faible, les propositions inexistantes et le désarroi général de la population qui se sent pris en étau, qui se sent braqué dans son vote. Il a le sentiment qu'on l'oblige à voter, finit par dire vote sanction. Pire encore, on a des Maghrébins, c'est autour de 7 à 15%, on n'a pas les chiffres exacts, qui auraient voté Le Pen. Donc ça donne une idée assez inquiétante de la dérive de la démocratie. Et ce qui est très incroyable d'ailleurs dans l'histoire, c'est que c'est le pays qui a la plus vieille démocratie d'Europe, la France, avec les États-Unis. Eh bien, la France, qui est le pays des Lumières, a fini par se dégrader démocratiquement, alors que les pays du Sud qui aspirent à la démocratie n'y ont pas droit. Donc la question qui doit être posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vaut le fait politique? Il vaut plus grand-chose, malheureusement. Alors, on va se retrouver dans une petite minute. On va regarder 3 interventions, notamment Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Et juste derrière, la question, que faut-il faire pour les législatives, justement? Faut-il parler d'union, sachant que vous allez voir ici que Jean-Luc Mélenchon, il dit clairement, entrons dans l'action pour changer de cap. Marine Le Pen, elle, qui se réjouit effectivement de ses 43%, elle parle d'une éclatante victoire. Et puis le président, donc sortant mais réélu, appelle à œuvrer à cette unité. Alors il nous reviendra ensemble d'œuvrer à cette unité par laquelle seuls nous pourrons vivre plus heureux en France et relever les défis qui nous attendent. Les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles. Ne vous résignez pas. Au contraire, entrez dans l'action. La démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap. Le 3e tour commence ce soir. Les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire.
De retour sur Air Télévision. Donc ce soir, nous revenons sur cette victoire d'Emmanuel Macron. Akli Melouli, maire adjoint à Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Vous êtes aussi vous êtes membre du Conseil national du Parti socialiste. Que faut-il faire aux législatives, Akli Melouli, sachant que tous ces petits ces petits, en tout cas par les résultats, malheureusement pour eux, sont devenus des petits partis, mais on ne peut pas oublier que le Parti socialiste, par exemple, fut un temps, était un parti conséquent, très présent, qui a, encore une fois, je le répète, mais qui a accompagné cette 5e République. Que faut-il faire donc pour cette législative? Il faut rejoindre Jean-Luc Mélenchon, par exemple, l'Union populaire. Alors, il faudrait pas que les gens se trompent sur les résultats. Parce qu'il y a effectivement des gens qui ont voté utile dès le premier tour. L'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'électorat socialiste, communiste, écologiste. Il y a des gens qui ont voté pour lui dès le premier tour. Ensuite, quand vous dites c'est devenu un petit parti, effectivement, les résultats à 75, c'est pas ce qu'on peut dire à la vérifier, mais après, c'est aussi les candidats qui peuvent incarner ou pas. Mais on a eu, quand Hamon a fait un petit score, ça n'a pas empêché les socialistes de garder les régions, de garder les départements et encore d'en gagner, ou de maintenir les villes et de gagner des villes. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a quand même un socialisme local, tout ça qui existe et qui, effectivement, pour les législatives, va peser aussi fortement. Mais il y a aussi un enseignement que tout le monde sait. Et ça, c'est pas la peine d'avoir fait Sciences Po ou de faire de l'analyse pour le comprendre. C'est que quand la gauche n'est pas unie, elle perd. Mais la gauche unie, c'est pas l'effacement de certains. C'est pas tout le monde derrière les doigts sur la couture du pantalon. La gauche n'est la gauche quand elle débat, quand elle s'oppose, mais quand elle est capable de construire, de se dépasser pour construire. Ça, c'est important. Ensuite, vous parlez des législatives. Moi, je reviens sur ce que disait Gamal, que je salue aussi, puisqu'il arrive après. Aujourd'hui, le contrôle des prix est essentiel. On le voit bien dans une société où la spéculation est l'alpha et l'oméga de l'enrichissement. Aujourd'hui, par exemple, l'huile de tournesol. En fait, la guerre en Ukraine, aujourd'hui, elle touche pas encore le manque d'huile de tournesol, puisque c'est un grand producteur, puisque c'est l'ancienne récolte qu'on distribue aujourd'hui. Mais que font les gens qui spéculent? Eh bien, ils créent la crise, ils créent le manque, et ensuite, au lieu de le vendre à 1 euro, ils le vendent 3. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on se pose des questions. Parce que, effectivement, peut-être que l'année prochaine, on manquera d'huile de tournesol. Mais cette année, c'est pas le cas. Et donc, il y a toujours des gens qui vont spéculer sur le manque, sur les crises, pour effectivement de s'enrichir davantage. On l'a vu avec les masques, on le voit avec d'autres choses. Donc, le contrôle et la maîtrise des prix est essentiel, à mon sens. Ensuite, le problème de la gauche, et moi, je parle de la gauche parce que je parle de ce que je connais. La droite aussi, il doit y avoir des débats. Mais Gamal dit, voilà, j'avais une proposition sur la division des loyers par 2. Bien sûr, les gens vont vous dire, ouais, c'est pas possible parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, qu'effectivement, le prix des loyers, ça permet l'entretien, etc., que c'est compliqué. Mais quand on dit ça, on réfléchit plus. Donc, pourquoi on dit pas, bah, chiche, regardons, il faut regarder. Comment on peut faire? Est-ce que justement on peut pas l'impacter, puisqu'ils veulent pas payer d'impôts là-dessus, sur le travail, c'est-à-dire que effectivement le patron peut payer une part où il n'y aura pas non imposable, non sans charge pour les loyers. Ou on peut, vous voyez, je donne ça, je dis pas que c'est la solution. Je dis juste que quand la gauche n'est plus capable de réfléchir et qu'elle rejette d'un revers de main toutes les propositions, alors elle n'est plus la gauche. Le progrès, l'innovation démarre toujours par de fausses bonnes idées ou de bonnes fausses idées, mais qui sont travaillées et qui permettent justement de réfléchir. Et moi, ce que je dis, si aujourd'hui Mélenchon au début disait, enfin pas lui, certaines personnes disaient oui, mais on peut plus parce qu'il nous a insulté un tel. Bon, on n'est pas dans la cour de récréation, moi j'ai envie de leur répondre. Et aujourd'hui, il dit non, on va étudier avec tout le monde, mais il faudra venir sous la bannière étoilée. Le problème, c'est que sous la bannière étoilée, vous savez que les partis pour vivre ont besoin de financement, c'est la République, donc ils ont besoin au moins d'avoir 50, ils ont besoin au moins de faire 1% par rapport au nombre d'électeurs pour avoir une vie autonome, parce que sinon c'est l'uniformité. Et moi, je ne prône pas l'uniformité de la gauche, je ne prône pas les gauches irréconciliables, je prône le débat démocratique. Et si à gauche on ne débat plus, et si à gauche il faut devenir uniforme et des baignouilles, des suiveurs, ça va pas être la gauche, c'est pas la mienne en tous les cas. Mais moi, je suis pour l'union, et je pense que pour l'initiative, nous devons nous unir autour d'un projet commun et non pas dire c'est mon projet et les autres vous suivez, ça plaira pas aux communistes, c'est pareil pour les écolos. Je crois que la gauche ne peut gagner que quand elle est novatrice, quand elle est capable de s'entendre, quand elle est capable de débattre avec les désaccords, parce qu'on peut avoir des désaccords. La question, c'est pas nos désaccords qu'il faut étaler à la figure des gens comme on le fait. Les Français attendent de nous pour les désaccords sur ce qui doit être fait pour améliorer leur vie et leur quotidien, quel que soit le parti.
Hakim, justement, vous parliez aussi, vous avez évoqué plein de choses intéressantes, mais vous parliez aussi, effectivement, il y a ces partis-là, mais il y a aussi les personnes qui les fédèrent, les personnes aussi qui, alors vous, effectivement, vous aviez cette année Anne Hidalgo, l'Union populaire, c'était Jean-Luc Mélenchon, mais je vous rejoins, ne pas mélanger des présidentielles et des élections nationales avec des départementales ou des communales ou des législatives. Effectivement, l'impact, ça n'a rien à voir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Parti socialiste, selon vous, serait prêt à discuter avec Jean-Luc Mélenchon qui vient de créer tout de même une réelle dynamique, et une dynamique qui est encore sensible dans les cœurs, qui est encore assez ancrée, puisque les législatives, je rappelle, premier tour le 12 et deuxième tour le 19 juin. Est-ce que le Parti socialiste serait prêt, par exemple, à discuter et à faire alliance et à se mettre derrière Jean-Luc Mélenchon pour avoir un maximum, donc qui, je le rappelle, plus on a un maximum de voix, puis on a un maximum de sièges à l'Assemblée nationale. Alors, Pascal Chabel, je ne vais pas insulter votre intelligence. En 2017, Benoît Hamon avait tendu la main pour justement des accords comme les communistes et les écolos. Il y a eu une fin de non-recevoir. Chacun assume ses responsabilités. Parce que c'est bien beau de voir, parce qu'on voit plus facilement la responsabilité chez les autres, mais c'est pas chez soi. Aujourd'hui, le Parti socialiste a pris une résolution au Conseil national qui est effectivement, certains n'étaient pas d'accord parce qu'ils voulaient pas l'effacement, mais sur des discussions, qui a pris une résolution disant il faut aller vers l'union, avec LFI, avec tous ceux qui veulent construire une union pour essayer de gagner et pour essayer d'être un parti gouvernant, parce que le but c'est de gouverner, et c'est effectivement de gagner les statistiques peut-être, même s'il y aura si certains vont prendre des voix, c'est plus compliqué puisqu'on a il y a l'élan de la présidence, mais de gagner les statistiques pour justement peser, ou alors d'avoir assez de députés pour peser à l'Assemblée nationale. Mais vous ne pouvez pas faire l'union tout seul. Vous pouvez pas dire aux autres, venez à moi sur mon programme, en étant ce que je suis, je pas. Et de dire aux autres, on va aller ensemble. C'est pour ça que je vous ai un peu lancé là-dessus. Je vous rejoins. En 2017, c'était un autre scénario. Et si je me souviens bien, en 2017, Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste, etc., a fait alliance. Et apparemment, effectivement, ensuite, c'était plus possible. Est-ce que vous avez été quelque part trahi par Jean-Luc Mélenchon et son parti? Moi, je ne parle pas de trahison. Vous savez, je n'utilise pas les termes forts parce que moi, tout ce qui est de gauche, je ne veux pas être étranger. Et vous le savez, je l'ai dit avant l'élection du premier tour. Moi, je ne tape jamais sur la gauche. Je dis juste qu'on a raté une opportunité en 2017 de pouvoir gagner la présidentielle 2022. Et je dis que si on rate l'opportunité de 2022 pour essayer de préparer la présidentielle de 2027, eh bien, nous aurons tous notre part de responsabilité. Et vous savez que vous disiez, en l'occurrence, en 2017, le Parti socialiste faisait 6,5% avec Benoît Hamon. Et Jean-Luc Mélenchon était pas loin des 20%. À l'arrivée, Jean-Luc Mélenchon a eu 17 députés, les socialistes en ont eu 30 et les communistes en ont 11. Et si on avait été en union, peut-être que nous n'aurions pas 60 députés, mais que nous en aurions 150 ou 120. Donc aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Il s'agit pas, et vous savez, quand vous arrivez en tête, quand vous êtes l'homme fort, on l'a connu au Parti socialiste, et on n'a peut-être pas été brillant non plus, parce qu'il faut aussi se regarder. Mais quand vous voulez faire l'union, c'est à vous de convaincre les autres. C'est pas à vous de maltraiter les plus petits. Voilà, nous on avait le PRG, on a d'autres partenaires. Donc aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, est-ce que nous serons en capacité de le faire? Malheureusement, moi je ne suis pas décideur national, mais au niveau local, nous on arrive à travailler dans l'union avec tous ceux qui veulent construire, et parfois on n'y arrive pas, et ben on n'est pas d'accord, on le dit, mais au moins on le dit sans amertume, sans frustration et sans rancœur, mais on en assume la responsabilité et on en assume l'échec, parce que en fait, il faut être plusieurs pour avoir un échec. Et moi je vous le dis, je ne fais pas partie de ces gens qui donnent des leçons à tout le monde, qui veulent avoir raison. Moi, je suis sur le terrain, je milite depuis plus de 30 ans, et même beaucoup plus sur ces questions de diversité. Quand j'étais d'accord avec mon parti, je le dis. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Mais en tous les cas, sur le terrain, je suis avec les gens. J'essaie de faire ce que je peux. J'essaie de me regarder dans une glace, et je ne donne surtout pas de leçons aux autres, parce que le but, si on commence à être à donneur de leçons, je ne crois pas qu'on soit dans les gens qui rassemblent, qui bâtissent. Allez, il nous reste une petite vingtaine de... avec vous trois, j'espère pouvoir vous garder. Même réaction pour Farid DMS de bas. J'aimerais aussi, avant la fin de l'émission, qu'on puisse évoquer que doit faire Emmanuel Macron demain, puisqu'aujourd'hui il est élu président de la République. Quels sont ses chantiers en priorité selon vous? Que doit-il faire pour faire en sorte que les Français, les Françaises subviennent à leurs besoins, pour résumer un peu rapidement leur quotidien? Farid DMS de bas, comment
vous voyez, vous, ces législatives, justement? Il y a des appels assez forts. Éric Zemmour a même appelé à une union des droites, clairement, pour peser un peu plus. Voilà, je voudrais avoir un peu votre vision. Alors, je vais rejoindre un petit peu ce qu'a dit mon camarade Dacli. C'est que l'ancrage local n'est pas du tout la même que la résonance nationale. Donc, c'est un petit peu se fourvoyer que de croire que en faisant alliance par rapport à une décision nationale, ça va impacter sur le local. Parce qu'il y a des gens, par exemple, je ne sais pas, on va prendre Anne Hidalgo qui a fait un score ridicule, mais il y a des gens, des députés, qui, eux, ont un vrai ancrage local, qui ont une aura de par leur travail depuis de nombreuses années auprès de leur électorat, qui, eux, vont être réélus sans aucun problème et ne reflètent pas du tout l'action d'Anne Hidalgo au niveau national. Idem pour Pécresse, qui, elle, représente les LR, mais il y a des candidats, des députés LR qui sont, on va dire, ancrés localement depuis des décennies, vraiment, hein, c'est le cas de le dire, et qui sont totalement indéboulonnables. Et je ne pense pas qu'un accord au niveau national va changer quelque chose. Donc les calculs comme ça, au niveau des... Farid DMS Debat, question très scolaire. Comment vous expliquez, vu que vous mettez ça sur, effectivement, vous l'évoquez, comment vous expliquez effectivement que sur des municipales, donc des maires, sur des élections législatives, effectivement, vous avez raison, hein, l'ancrage n'est pas le même. On peut faire confiance localement plus à son parti LR ou Parti Socialiste ou PC. Et à la fois, il y a un gros décalage lorsque c'est une présidentielle. En une minute là-dessus, comment vous l'expliquez? Et je vous laisse terminer après. Je pense sincèrement que les gens font le distinguo entre un travail local et au niveau national. Au niveau national, on a un projet pour un pays. Au niveau local, c'est beaucoup plus, on va dire, ciblé. Donc, on est plus, on va dire, en adéquation avec les attentes de son territoire. Donc, c'est là-dessus aussi qu'on peut perdre des électeurs et ne pas se retrouver dans une offre politique, même si on vote pour son député. On ne va pas forcément voter pour la même couleur au niveau des présidentielles. Ça, c'est totalement vrai, parce qu'on a un autre rapport avec, que ce soit son maire, que ce soit son député, un petit peu plus vrai par rapport à son maire. La plupart n'ont pas, notamment dans les territoires ruraux, n'ont pas d'étiquette politique, et ça va très très bien. Donc, bon, c'est comme ça que je l'analyse. Gamal Abina avec nous, pareillement, c'est législative, le 12 et le 19 juin, c'est un enjeu important puisque un peu moins de 500 députés vont siéger tout de même pour légiférer, voter des lois. Comment vous voyez ces législatives, et puis comment vous voyez quelque part la place de ce président qui est là, effectivement, qui appelle tout de même à une unité, qui a été élu, je rappelle, avec 2 millions de voix en moins. L'écart est beaucoup moins important avec Marine Le Pen qu'en 2017. Comment vous voyez ces législatives, et puis la fragilité aussi peut-être de ce président qui demain pourrait peut-être amener à prendre un Premier ministre ou une Première ministre de l'opposition? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est le vote frontiste très élevé qui peut influencer la politique de M. Macron, qui était déjà très influencé quand il a fait son premier mandat. Ensuite, sur la question de cette élection, il a sans doute fait une erreur, à mon sens, puisqu'il a décalé l'élection présidentielle pour avoir 2 mois pour la législative, et ça rappelle un petit peu la dissolution de 97 de Jacques Chirac, lorsqu'il dissout l'Assemblée nationale pensant qu'il avait le vent en poupe, et finalement, il s'est retrouvé coincé avec une cohabitation qu'il a conduit par la suite d'ailleurs à faire une réforme pour qu'il n'y ait plus de cohabitation possible, et qu'on se retrouve avec un président élu pour 5 ans, comme le Parlement pour 5 ans. Là, en l'occurrence, Macron a fait une erreur, il a décalé. Ça donne 2 mois de vraie campagne, puisqu'il n'y a pas eu de campagne, donc il y aura une vraie campagne qui va démarrer. La guerre en Ukraine, on s'y est habitué, l'augmentation des prix est en train de démarrer, les difficultés économiques sont en train d'être observées par les plus pauvres. C'est un président qui, on disait, mal élu. Oui, mal élu, puisqu'il y a eu des bagarres hier à Nantes ou à Paris. C'est pas des grosses bagarres, mais quand même, c'est la première fois que ça arrive sous la Ve République qu'un président soit élu et que ça se finisse en bagarre dans la rue. On est dans quelque chose de très inquiétant. Donc oui, qu'est-ce qui va se passer? Jean-Luc Mélenchon a donné là, et il s'est pas trompé. Il a dit, faites de moi votre Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il obtient ce que Acli, je comprends la lecture d'Acli par rapport à son attachement au PS, mais quoi qu'il en soit, s'il obtient cette fameuse union de la gauche
qui avait été observé à l'époque avec Mitterrand en 72 avec le programme commun, donc un programme en commun de tous les partis, où ils se mettent d'accord sur ce minimum syndical. S'il obtient cette fameuse union de la gauche, il y a fort à parier, puisqu'en ancrage local, c'est bien que, enfin, il le rappelle, les députés sont bien installés très souvent, que Macron s'effondre, parce que ces députés, eux, par contre, ont été extrêmement médiocres. On a bien vu les différentes sorties à l'Assemblée, c'est assez hallucinant. Ils étaient aphones, et quand ils parlaient, c'est pour dire des bêtises. Eh bien, les députés de la classe politique traditionnelle vont revenir en avant, vont reprendre du poil de la bête, et il est probable qu'avec des alliances locales, ça se passe autrement. Après, c'est vrai que l'ancrage local des députés n'est pas le même que celui des municipales. Donc, je fais une distinction quand même. La députation, ça reste quand même la chambre d'enregistrement de la décision législative à l'Assemblée nationale. Donc, ça reste quand même très connecté au pouvoir, puisque quand les députés sont majoritaires dans un parti, ils ont le gouvernement. Et ce qui va se passer, c'est que c'est là où ça va se jouer. Soit il y aura une cohabitation gauche, si l'alliance se fait, avec Macron, qui sera obligé de nommer le principal candidat d'opposition qui est aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, soit il n'y aura pas d'alliance de la gauche et on se retrouvera avec une droite de plus en plus dure, avec des idées du Front National qui vont complètement empester le débat politique, puisque ça a déjà été dur pendant 3 années, je ne parle pas de la suite, sachant qu'en vérité, Macron, sur un plan idéologique, je parle stricto sensu par rapport à l'économie, Macron est un libéral, Le Pen est une ultra-libérale. Donc là-dessus, il ne s'oppose pas. Hein. Alors que Macron composant avec un Mélenchon, ça va être très intéressant. Ça va rappeler un petit peu Jospin Chirac. Il va y avoir une accalmie des feux. Il va y avoir un petit peu de calme sur la question de l'identité nationale et toutes ces questions un peu délirantes et périphériques de la religion. Et on reviendra sur les débats de fond, à savoir l'économique. Par contre, ce qui est inquiétant, je vais le dire ce soir, ça va pas plaire à tout le monde, mais je suis obligé de le sortir. C'est que j'ai une amie qui a beaucoup bataillé pour aider la France Insoumise. J'avais déjà fait la remarque une fois. Je trouvais que la France Insoumise avait quand même, en termes de candidature, beaucoup d'Européens et très peu de représentation de ce qu'on appelle les issues d'immigration post-coloniale africaine. Aujourd'hui, c'est encore pire. C'est-à-dire que des gens qui sont des personnalités locales qui se sont battues pendant les 5 années avec Mélenchon ont vu parachuter dans leur circonscription des gens d'origine européenne. Je vais donner le nom de la personne parce que c'est une très bonne amie qui a été largement impactée. C'est Sabrine Anouri, donc je tiens à lui rendre hommage. Elle a été écartée de sa propre mandature qui était prévue. Et ça interroge sur le fait que finalement, Macron a présenté des gens issus d'immigration, même si c'était un peu pour nous endormir, alors que malheureusement Mélenchon manifestement ne sait pas se réformer là-dessus. Ça interroge sur la question du racisme. Finalement, Le Pen a peut-être gagné, puisque des candidats de gauche qui auraient dû être plus ouverts à la diversité se sont fermés, semble-t-il. Alors j'espère que ça va changer, mais aujourd'hui je dénonce quand même cet état de fait, à savoir que on a des Garrido à Bobigny, je vais pas donner la circonscription pour Sabrina Nouri, mais quoi qu'il en coûte, ces gens-là ont été écartés au profit de personnes qui n'ont rien à voir avec la question locale. Donc c'est des questions qu'on peut poser et qui nous intéressent. Merci Gamal Abina. Dernier volet, on va évoquer avec vous. Donc, que fera Emmanuel Macron demain? Comment doit-il agir? Commencer par le pouvoir d'achat. Juste vous donner 2-3 exemples et vous avez la parole. Bien évidemment, il va continuer cette baisse des 18 centimes litre de carburant. Le gel des prix, notamment sur le gaz et l'électricité. Il y a ce chèque énergie. Il souhaite mettre en place un chèque alimentaire. Voilà ce qu'il prévoit. Le gros chantier, c'est les retraites. Actuellement, sachez que c'est en 2022, c'est 62 ans, 64 ans en 28 et d'ici 31, on passera à 65 ans, sachant que ce matin, Bruno Le Maire, chez nos confrères de France Info, disait qu'il ne garantissait pas le fait que le gouvernement fasse appel au 49.3. Vous savez, c'est un amendement qui permet de faire passer une loi coûte que coûte. Voilà, il a aussi pour ambition de faire passer les pensions en retraite de 980 à 1100 euros. Et juste une information, sachez qu'aujourd'hui, que le pays est endetté à hauteur de 113% du PIB, du produit intérieur brut, soit 2834 milliards d'euros. Akli Melouli, ce président a un bilan, il vient de passer un quinquennat, il a écouté les Français, il a pris note. Que fera-t-il demain? Est-ce que selon vous, il a pris note, il est conscient, que fera-t-il demain? Est-ce qu'il sera à la hauteur de faire en sorte que les Français vivent bien, vivent heureux comme ils le disent, et puis aussi, comme il l'a évoqué, le fait de s'ouvrir aux autres partis et de travailler avec eux? Alors, j'espère qu'il a entendu le message. En fait, est-ce qu'il a une autre alternative? La question, c'est que ce sera son dernier mandat, donc il ne pourra pas se représenter. C'est dans la Constitution. Donc, est-ce qu'il va descendre effectivement un peu
pour entendre et ne pas faire du en même temps, parce que c'est quand même celui qui a supprimé l'ISF, c'est juste des phases symboliques, mais c'était quand même une rentrée financière qui a diminué les APL. Vous savez, les APL, tous les gens du Trésor l'ont demandé à tous les présidents. Tous les présidents qui sont passés sous la Ve République, on leur a demandé de baisser les APL de 5 € comme il l'a fait. C'est le seul qui a accepté. Les autres ont tous refusé. C'est le seul qui a accepté. Donc, à un moment donné, est-ce qu'il va écouter le Trésor ou est-ce qu'il va écouter le peuple? C'est la vraie question. Parce que vous savez qu'à Bercy, en fait, les gens ne le savent pas, mais c'est le Trésor, en fait, qui souvent arbitre. Comme le crédit à impôt, compétitivité qu'avait voulu faire Hollande, l'arbitrage s'est fait et ça a été dans le sens du Trésor. C'est une des erreurs du quinquennat Hollande. Il y en a d'autres. Le problème, c'est que les gens aussi oublient que la gauche, quand elle a été au pouvoir, toutes les innovations, la Sécu, la SA, la CMU, enfin tout ça, les 35 heures, les 39 heures avant, tout ça, ça a été fait par la gauche. Et ça, les gens l'oublient. Et on garde que les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais on oublie de parler des trains qui arrivent à l'heure, qui sont beaucoup plus nombreux. Et on peut reprendre l'histoire et vous verrez que ce que je dis est vérifiable. C'est pas que des mots. Et donc, je crois que soit le président a entendu et qui change de méthode, parce qu'il faut un vrai changement de méthode, parce que la façon dont il a traité les gilets jaunes, on peut plus, ça peut plus être fait, et qui rentre dans une ère de dialogue social, et donc on évite le 49.3, parce que sur les retraites, quand on disait on va augmenter tel, vous savez que la classe 66, là, ceux qui sont nés en 66 et qui vont partir en retraite, ils sont impactés 2 ans avec cette nouvelle loi. Et donc, ça a quand même des enjeux importants. Et si vous arrivez en retraite, c'est pour un peu en profiter. Quand vous arrivez cassé, usé, il y a la question de la pénibilité, il y a certaines choses. Est-ce qu'effectivement, et vous l'avez dit, et tout à l'heure Gamel aussi a dit, moi je suis pour l'union de la gauche, il a précisé, mais pas la flagellation ou pas l'effacement d'une partie de la gauche. L'union de la gauche, c'est sur un programme, et il a parlé de programme commun. Est-ce qu'on est capable? Alors, nos amis communistes ne sont pas d'accord, mais vous savez que tous les même les communistes, même nos amis communistes, les amis écologistes, veulent pas d'effacement. Ils veulent l'union, l'unité, c'est pas l'uniformité. Et donc, effectivement, je pense, comme vous l'avez dit, que le président doit entendre et que, effectivement, si aux législatives, on lui envoie un message très clair comme quoi, il n'a pas un blanc-seing et que, il fait pas le score qu'il a fait où il perd des députés en cours de route, là, les Français lui auront envoyé un premier message le 24 avril, un deuxième message le 12 et 19 juin, et il faudra que le président entende et qu'il adapte sa politique. Il est en capacité de le faire. Je le souhaite pour les Français. Et puis l'histoire nous dira, parce que malheureusement, comme vous, j'ai pas de boule de cristal, parce que le et en même temps nous a fait basculer sur une politique libérale et non pas sur une politique sociale ou social-démocrate. Merci Aklim Elouli. Restez avec nous encore quelques minutes. Farid Diamès-Deba, pareillement, même question. Comment doit réagir maintenant le président? Que doit-il changer dès demain? Doit-il être plus proche des Français, plus à l'écoute? Et selon vous, vous qui êtes citoyen, certainement père de famille, quelle serait la priorité demain à changer et dans le sens où vous aimeriez voir les choses changer? Écoutez, il y a beaucoup de choses à faire, hein, surtout en direction des plus précaires, des plus démunis. Mais on a tendance à oublier une chose. Moi, j'ai très peu d'espoir par rapport à une future politique menée dans le sens des plus précaires par Emmanuel Macron. Et il suffit, souvenez-vous quand même, le grand débat, où il a parlé pendant des jours et des jours à la télévision, à la rencontre de tous les Français, partout, sur tous les territoires. Les maires, il a fait la même chose. Il nous a sorti exactement une même chose par rapport à l'écologie, où des gens issus du peuple étaient tirés au sort pour aller parler, proposer des choses. Qu'est-ce qu'il en a fait de toutes ces propositions? Rien. Il a sa feuille de route, il a sa matrice, il essaye de mettre en place une politique qui le concerne lui et ses amis, et le reste, il n'en a que faire. Maintenant, pour l'élection entre les 2 tours, c'est normal qu'il allait caresser dans le sens du poil tous ceux qui pouvaient être susceptibles de voter pour lui. Et bien sûr, en parlant du bouclier fasciste, et maintenant aussi, nous allons composer avec vous. Je vous ai entendu, on dirait De Gaulle, s'adressant à la foule, je vous ai compris. Bon, voilà, mais à l'arrivée, il n'y a rien du tout. Moi, je suis très pessimiste. Maintenant, la politique qu'il devrait mener, c'est le second volet de votre question, c'est une politique pour les plus précaires. C'est ça. Et là, ça pêche. On est quand même un des pays les plus riches au monde, de par la masse de travail qui est fournie par les actifs de ce pays, mais la redistribution n'y est pas.
Et c'est ça qui est problématique. Pendant l'ère du Covid, je ne vais pas reprendre les grandes phrases des politiques, et ils se sont suffisamment répandus dans les médias, mais bon, les riches sont devenus plus riches en 2 ans de pandémie. Et à l'heure actuelle, on nous dit oui, bon, bah, c'est un peu la crise, c'est un petit peu la crise. Ça fait 40 ans que c'est la crise. C'est pas une crise, là, c'est un système politique. Et le système politique qui est en place, malheureusement dans notre pays, ne va pas en direction des plus précaires. Et malheureusement, la gauche de Hollande a mis sur les rails la politique de Macron qu'il a menée pendant 5 ans. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc maintenant, sur je ne veux pas détailler, parce que ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas aux affaires, mais dans la globalité, le point dans lequel il devrait se concentrer, c'est vraiment tendre la main aux plus démunis, aux plus précaires, et c'est à eux vers lesquels ils devraient commencer à penser et à travailler. Ne pas faire des réprimandes pour les chômeurs, pour ceux qui ont le RSA, les faire travailler à 6 € de l'heure, mais c'est du n'importe quoi. Les gens, ils ne veulent pas de l'assistanat, ils veulent du travail. Mais dans un pays avec 3 millions de chômeurs, voire plus peut-être, et avec une offre à pourvoir de 600 000 postes, voilà, il suffit de ne pas sortir de Polytechnique pour comprendre qu'il n'y a pas suffisamment de place enfin de postes à pourvoir pour tous les chômeurs de France. Donc c'est illusoire tout ça. Et je pense qu'il faut changer de paradigme et de prendre, on va dire, la situation autrement, et de se dire comment réfléchir sur un système qui puisse mettre en avant le travail et faire en sorte qu'on puisse vivre de son travail, pas on cumule 2 emplois, 3 emplois et qu'à l'arrivée on dort dans sa voiture. Il y a des gens qui sont salariés, qui sont dans l'incapacité de se loger. C'est ça le drame de notre pays, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, un salarié, le salaire ne permet plus de vivre convenablement dans notre pays. Donc c'est tout un système qu'il faut revoir. Donc Macron, ce qu'il doit faire à l'heure actuelle, c'est de se pencher sur ces gens-là, les gens les plus précaires, les gens qui travaillent et qui ne peuvent pas se nourrir, les gens qui, même de la classe moyenne, qui ont basculé dans la classe pauvre. C'est incroyable, cet éclatement, on va dire, du nombre de pauvres en France. 12 millions de pauvres, c'est incroyable. J'aurais jamais imaginé, quand j'étais adolescent, qu'on pourrait arriver à une situation aussi misérable dans notre pays. C'est pas possible. Et à l'heure actuelle, si Macron ne change pas de cap, ne va pas vers une politique un petit peu plus de gauche dans le sens où on travaille pour le bien commun et pour les précaires, eh ben, on va à la catastrophe. Une catastrophe, je vous le dis, les étudiants devant les files d'étudiants pour la soupe populaire, moi, ça m'a choqué, j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc c'est là-dessus qu'il faudra qu'à mon avis, il puisse penser sa politique. Restez avec nous, Farid MS Debat, on se dit au revoir dans un instant. Même réaction pour Gamal Abina. Voilà ce que disait Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée, d'ailleurs c'est la plus jeune de la jeunesse du gouvernement Emmanuel Macron, puisque je vous rappelle que dans quelques heures, Jean Castex, Premier ministre, doit donner sa démission, c'est comme ça. Donc tout le gouvernement est en démission et il doit donc reformuler un Premier ministre et ensuite donc un gouvernement. Voilà ce qu'elle disait ce matin, je cite, « Nous sommes dans un moment où les défis devant nous sont énormes. Il faut réduire les fractures entre les territoires et les générations, faire que l'école redonne le goût à la démocratie. Cela sera la priorité des 5 prochaines années. Il faut aller chercher l'unité. Gamal Abina, quand vous entendez aussi le président Macron, puis son gouvernement s'exprimer dans ce sens, pour vous, c'est positif, vous êtes optimiste, vous êtes vous êtes aujourd'hui, vous attendez à de belles années sur ce quinquennat? Absolument pas. D'abord parce qu'effectivement, c'est bien de l'avoir souligné, il y a une crise qui arrive, qui est très violente. Alors c'est un peu technique, mais les gens doivent comprendre que la crise alimentaire, la crise de l'huile par exemple, qui est une spéculation et non pas une crise de l'huile, il n'y a pas de problème aujourd'hui d'approvisionnement, risque d'arriver après la guerre en Ukraine, puisque c'est des livraisons d'une année sur l'autre qui se font et il y a un décalage qui est au minimum de 6 mois. Donc quand elle dit ça, elle dit beaucoup de bêtises, cette jeune femme.
on ne doit pas l'écouter, on ne doit pas la croire. Tout comme Macron, il a tout intérêt à tout promettre aujourd'hui parce qu'il sait qu'il a 2 mois devant lui d'incertitude. Il ne peut pas se permettre d'être radical comme il a été. Donc il va ouvrir, il va être sympathique, il va défendre les femmes voilées en disant qu'il est démocrate, il va défendre l'immigration, il va dire qu'on va aider les pauvres. Alors, il ne faut pas tout jeter. Macron a fait des choses quelquefois positives malgré tout, mais dans l'ensemble, malheureusement, la perception était très négative. Donc je ne crois pas à une seule des promesses qui vont être faites parce que seuls ceux qui veulent y croire vont tomber dans le panneau. Je ne crois qu'aux actes. Et les actes, c'est quoi? C'est avec qui il va devoir composer ce gouvernement. S'il a une majorité à droite, garantie, on aura un système extrêmement dur parce qu'il va tout faire pour réduire cette fameuse dette qui est à 113% maintenant, c'est monumental, de 2800 milliards. C'est un dépôt de bilan pour une entreprise, hein, puisque une entreprise qui est endettée à plus de 50%, elle dépose son bilan. La France étant une entreprise nationale, vous imaginez. Mais on ne peut pas le croire parce qu'effectivement, il va tout promettre alors qu'il ne tient pas grand-chose. Il avait promis à sa première mandature en 2015 qu'il réduirait la misère dans les banlieues. Ça n'est pas arrivé. Qu'il y aurait le plein d'emploi. Ça n'est pas arrivé parce qu'il n'en a pas les leviers. Macron est là pour gérer les grands comptes de l'État et ne s'occupe pas des petits problèmes locaux. Ça n'est pas son travail. Il n'a pas été mandaté pour ça. Il a été mandaté parce que les grands argentiers internationaux ont besoin que la France continue à payer alors qu'elle a été dégradée. Sa note, bon, c'est compliqué quand c'est l'économie, mais sa note dans les agences internationales a été dégradée 2 fois. C'est un pays qui est considéré comme étant de moins en moins bon payeur. Aujourd'hui, on ne paye que l'intérêt de la dette, on ne paye plus le capital. Donc l'obsession de Macron, ça va faire en sorte que le pays redresse les grands comptes de l'État. Et s'il y parvient, il y parviendra sans doute, mais en tapant sur les petits, parce que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Si vous voulez de l'argent, il faut chercher là où il y en a. Donc là où il y a le plus de pauvres. Donc j'attends pas de miracle. Par contre, si effectivement il est obligé de cohabiter, là, il va complètement changer sa politique parce qu'il sera obligé de composer avec le ministre de l'Intérieur qui sera un ministre de gauche, peut-être, on ne sait pas. Et ce ministre-là va lui dicter une conduite des affaires intérieures qu'il sera obligé d'appliquer. Le président étant surtout chargé des affaires extérieures. C'est comme ça que c'est fait la 5e République et le Premier ministre fait le travail intérieur. Donc tout ça pour dire que El Ayari, c'est une opportuniste qui va dans son rôle, qui est une menteuse, hein, je le dis clairement, qui a dit beaucoup de choses mauvaises avant et qui maintenant prétend être sympathique, rassembleuse, mais elle ne l'est pas. Et la plupart de ces ministres sortants sont inquiets parce qu'ils savent qu'ils risquent de ne pas être reconduits, c'est évident, ça dépendra des législatives. Quant à M. Macron, c'est un homme qui est mal élu et qui a besoin de montrer une image un peu moins délétère parce que malheureusement, il est très très mauvais en communication. Il a tendance à avoir des attitudes un petit peu trop hautaines. Et quant à sa gestion de la question sociale, elle était tellement calamiteuse, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup. Il faut des réformes structurelles de fond et il faut faire une création de richesse importante pour toute la population afin de sortir de cette difficulté. Et je vais vous donner une petite piste de réflexion. Par exemple, j'ai toujours des pistes de réflexion. Je pense que Macron devrait plutôt que de se tourner vers l'Europe, se tourner vers l'Afrique. Commencer à investir en co-développement avec l'Afrique en passant par l'Afrique du Nord. Là, il y a des points de croissance possibles. En Europe, c'est fermé. C'est l'Allemagne qui tient l'Europe. La France ne compte pour plus grand-chose aujourd'hui. Donc c'est en cela que je dis, ne croyez pas les promesses faites par des vendeurs de rêves. Dans les faits, il y a eu 5 ans difficiles et les 5 années qui arrivent risquent d'être encore plus difficiles. Alors, Gamal Abina, pour terminer, une réponse, mais en 2 mots. Y a-t-il un Premier ministre ou une Première ministre que vous souhaiteriez voir arriver chef du gouvernement? Alors moi qui ne suis pas du tout de gauche, hein, j'en fais pas mystère. C'est Jean-Luc Mélenchon, mais rapidement vraiment, est-ce que vous avez un nom comme ça qui vous vient? Je vous le dis, je ne suis pas de gauche, Jean-Luc Mélenchon pour contrebalancer cet ultralibéralisme. Voilà, tout simplement. Farid DMS de Bas, pareil, est-ce que vous avez juste un nom qui vous vient à l'esprit? Vous n'êtes pas obligé de répondre aussi. Que vous aimeriez voir arriver chef du gouvernement? Bon, j'y crois pas trop. Marine Le Pen non plus. Donc, en ce moment, homme ou femme politique qui sort du lot, non, c'est le flou pour moi en ce moment. Je vois pas. Aklim Elouli, même question pour vous et je terminerai avec le mot de la fin avec vous. Vous avez 1 minute. Est-ce qu'il faut s'attendre à une fronde? Est-ce qu'il faut s'attendre à des manifestations? Est-ce que le 1er mai, qui est une journée de manifestation en France, doit-on s'attendre justement à un peuple qui sort dans la rue peut-être pour une fois en nombre, puisqu'on sait que sur les années précédentes, en sortant de la Covid, le 1er mai a totalement baissé en termes de fréquentation et d'engouement de manifestation. 1 minute 30 là-dessus, est-ce que vous pensez notamment que le 1er mai sera une grande journée de manifestation contre Emmanuel Macron ou pour peut-être? Alors, pour, ça m'étonnerait. Contre, c'est pas le but du 1er mai. Le 1er mai, c'est effectivement là pour la fête du travail, c'est les syndicats, les travailleurs. Et donc, je pense qu'ils vont défiler pour le pouvoir d'achat
et justement les retraites. Certainement que ce sera le mot d'ordre pour dire effectivement qu'ils veulent pas de cette réforme. Mais voilà, donc et je pense que c'est aussi ça le 1er mai. Mais juste, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Gamal, parce que ça a coupé, moi j'entendais pas. Et Alors, effectivement, il faudra rapidement, Akli, rapidement, s'il vous plaît. voilà. Allez-y. Juste sur le plafond de verre. En fait, c'est les discriminations, les trucs, ça concerne tous les partis. Parce que moi, je me suis battu dans le mien et les gens voudraient voir la difficulté chez l'autre. Et donc, effectivement, le président doit aussi répondre à ce plafond de verre qui empêche une partie de la population, que ce soit dans le domaine politique, culturel, social, dans les médias, d'être visible. Et ça, c'est un véritable enjeu. Et l'autre enjeu dont il a soulevé, c'est effectivement, c'est pas que l'Allemagne domine l'Europe. L'Europe est un marché mature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se battent sur des parts de marché, mais ne peuvent pas les étendre. Et les parts de marché qui ne sont pas matures et qui sont un véritable enjeu, c'est sur l'Afrique. Mais pour ça, il faudrait que la France recrée l'axe Paris-Alger pour effectivement, comme il y a eu l'axe Paris-Berlin pour construire l'Europe, l'axe Paris-Alger pour relancer l'économie de la Méditerranée et de l'Afrique, qui serait du gagnant-gagnant. Et pour ça, il a les meilleurs ambassadeurs qu'il est, c'est la diaspora française, avec ses origines, qui peut être de véritables passerelles. Et ça, il faut qu'ils l'entendent. Ça règle les deux questions, le plafond de verre saute. Et d'un côté, les Français voient que cet apport de l'immigration, cette richesse, leur permet aussi d'avoir un débouché à l'international et d'avoir des leviers économiques. Et donc, là, c'est du concret. Tous les trois d'avoir été avec nous, Akli Melouli, adjoint au maire Bonneuil-sur-Marne. Je rappelle, vous êtes membre du Conseil national du Parti socialiste, Farid DMS de Bas, merci, réalisateur, producteur dans le même secteur, ancien élu municipal, Gamal Abina, analyste politique, porte-parole du mouvement des droits civiques. Et en début d'émission, on a eu Eliamine Soum, sociologue, enseignant en relations internationales, présidentielle 2022. On a pris un peu de temps ce soir pour décortiquer cette présidentielle. Macron réélu, mais avec 2 millions de voix, je vous le disais, par rapport à 2017, quand à Marine Le Pen, elle arrive certes en deuxième position, mais c'est un record pour le Front National, le Rassemblement National, avec un tel score sur ces présidentielles. Dina Trabelsi, merci d'avoir réalisé cette émission ce soir. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro L'Actu. Bonne soirée à tous.